Donc, on est live avec Jérôme Delegue, coach sportif. Et oui, coach sportif, préparateur physique et réathlétisateur. Ça ne rigole pas. Absolument. Non, ça rigole pas. Et c'est vrai, tu es très compétent dans ce que tu fais. On a un sujet super intéressant aujourd'hui parce que ça revient assez régulièrement, surtout en début d'été. Et donc, la question est, est-ce qu'il faut faire plus de sport pour maigrir? Donc, les gens, en général, on entend dire, il faut juste que je fasse plus de sport pour perdre du poids. Entre guillemets, je ne fais pas assez de sport et c'est pour ça que je ne maigris pas. Mais il n'y a pas que le sport pour maigrir, n'est-ce pas? Donc, quel est le constat que tu vois le plus souvent, toi? Bah moi, le constat que je fais sur le terrain, c'est que les gens, ils viennent me voir pour perdre du poids. Donc, ils pensent dans un premier temps que c'est l'activité physique qui va permettre de perdre du poids. Alors, évidemment, l'activité physique est hyper importante, mais je ne vais pas prêcher pour ma paroisse et je vois bien que le critère le plus important à mes yeux, c'est l'alimentation. Ça, c'est une évidence. Il y a l'alimentation, il y a aussi la dimension mentale, parce qu'il y a des gens, en fait, parfois, ils ont cette difficulté à pouvoir saisir les outils. À dire, voilà, maintenant, il faut faire attention à l'alimentation, il y a des axes à respecter, c'est pas toujours si évident que ça. En tout cas, c'est sûr que l'activité seule, sauf exception, ça peut arriver, il y a toujours des exceptions à la règle, mais le critère numéro 1, c'est clair, c'est l'alimentation. Après, je rajouterai la dimension mentale, évidemment l'activité physique, et après, pour aller un peu plus loin, de moi, ce que je vois, c'est qu'il y a aussi des gens, parfois, il y a des schémas qui vont pas fonctionner, par exemple l'activité physique ou l'alimentation va être parfois peut-être pas totale. Et je sais qu'il y a des gens qui vont faire de l'acupuncture ou de l'acupuncture des oreilles. Et ça aussi, ça peut les aider. Donc en fait, il y a plein de chemins. Mais encore une fois, je me répète, ça c'est clair que l'alimentation, c'est la number one. Ça, c'est sûr. Ouais. Et donc, en fait, il faut se poser la question aussi, qu'est-ce que ça veut dire aussi de maigrir ou de perdre de poids? Quel est le poids qu'on a envie de perdre? Parce que quand on parle de poids, c'est souvent ce qu'on voit sur la balance. Mais toi et moi, on sait qu'il n'y a pas que le poids sur la balance, il faut savoir aussi notre composition corporelle. Et quand on commence à perdre du poids, ce n'est pas toujours du gras ou de perdre la graisse. C'est au début, et ce que peut fluctuer beaucoup, et surtout chez les femmes, selon le cycle aussi, c'est qu'on perd de l'eau en premier. Et aussi, si justement, comme tu dis, l'alimentation ne suit pas, on a cette possibilité aussi de perdre de la masse musculaire qui n'est pas souhaitable dans une perte de poids. Donc, si l'alimentation n'est pas suffisante ou inadaptée dans la perte de poids, ça peut être aussi du muscle. Mais ce qu'on veut et l'objectif principal, c'est effectivement cette perte de masse grasse. Exactement. Et pour rebondir sur ce que tu dis, je vois souvent cette remarque sur le terrain. Et quelqu'un qui veut maigrir, voilà, parce que je sais pas, veut atteindre un poids de 60 et qu'elle est à 70, effectivement, si la personne elle prend de la masse musculaire, ce qui peut se passer, c'est que le poids, finalement, il peut ne pas trop changer, mais donc la masse musculaire est hyper importante, notamment pour consommer un peu plus de calories, mais surtout, on peut finalement, à mes yeux, préserver un poids qui soit peut-être un peu plus élevé que celui qu'on aurait aimé avoir. Mais si la masse musculaire est plus importante, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt positif. Et d'avoir une masse musculaire qui soit plutôt de qualité, ça peut permettre aussi d'affiner la silhouette. Oui, c'est justement ce que je voulais aussi dire, c'est que pourquoi on a cette envie de maigrir. Bien évidemment, il y a l'image de soi, la société qui appuie beaucoup sur ça. Donc, quelles sont mes motivations de maigrir? Est-ce que c'est parce que j'ai un réel surpoids ou même une obésité, dont c'est pour ma santé, c'est une question de prévention,
parce qu'on souffre de douleurs articulaires ou bien on a des risques métaboliques. Ou bien est-ce que c'est parce qu'on a juste envie de revenir à un poids de forme, parce qu'on on est fatigué, on veut gagner en énergie, on veut avoir plus de confiance en soi. Et puis cette dimension de silhouette, souvent aussi, c'est d'affiner sa silhouette ou se sentir mieux dans son corps, changer sa composition corporelle, c'est-à-dire perdre la masse grasse ou gagner en masse musculaire. Et donc, c'est important de définir justement pourquoi on veut maigrir, quels sont les paramètres. Donc, maigrir en soi, c'est justement de changer, modifier sa composition corporelle. Ça, c'est ta définition. Maigrir, c'est ça, c'est de modifier la composition corporelle. De maigrir. C'est une des définitions aussi, ouais. Après, moi, ce que je trouve intéressant autour de la prévention, c'est chez les femmes et chez les hommes, si on n'a pas la possibilité de faire une impédance-métrie et de voir sa composition, ou un DEXA scan où on voit la composition corporelle exacte, la tour de taille est intéressante. Donc, pour les hommes, c'est d'éviter d'être au-dessus de 94 cm. Parce qu'à partir de là, on a un risque plus élevé pour les maladies cardiovasculaires. Donc, c'est cette graisse viscérale qui est dangereuse pour la santé. Donc, 94 cm autour de la taille, autour du nombril. Et pour les femmes, c'est 88. D'accord, c'est intéressant de savoir. Donc, ce n'est pas seulement le poids seul autour de la balance qui compte, en fait. Et du coup, il y a une petite question à te poser comme ça. Quelqu'un qui fait du sport de haut niveau, je pense par exemple à Vicente Lizarazu, qui est très connu. C'est un petit gabarit, il fait à peu près ma taille, il doit faire un petit 70. Et bon, bah, toi, 1m70, il doit faire plus de 80 kg, mais tout en masse musculaire. Donc, du coup, ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui est très sportif comme Lizarazu et quelqu'un qui est sédentaire. Est-ce que les critères que tu mets en avant, ils vont être vus de la même manière? Tu connais la tour de taille, le tour de taille? De Lizarazu? Ouais. Pas du tout. Je ne connais pas. Non, mais il est assez large, hein, comme il est bien. À son âge, il est. Bah, là, pour le coup, quand ça arrive aux athlètes, je pense que c'est essentiel de faire de plus au niveau de composition corporelle, et ça m'étonnerait qu'ils ont un masse grasse élevé. Et s'il faut aller plus loin, c'est un DEXA scan pour savoir, même au niveau de graisse viscérale. Donc, c'est au cas par cas, très individuel. Et aussi de faire un bilan autour de l'alimentation. Qu'est-ce qu'on mange aussi je suis avec toi. Pour modifier cette composition corporelle. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est au cas par cas. C'est, tu vois, c'est comment dire, on a tendance, soit dans la vie de tous les jours, quand on voit par exemple des programmes alimentaires, c'est quelque chose vraiment de collectif, ou si tu vas à Decathlon, tu achètes une paire de chaussures, c'est du collectif. Et là, ce que tu dis, et je suis en accord total avec toi, c'est que ça soit spécifique à chacun. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qui rentrent dans un cadre, mais parfois des gens qui sortent du cadre, par exemple un gars comme Lizarazu qui sort un petit peu du cadre, et c'est cette capacité à s'adapter et à faire quelque chose qui soit spécifique à la personne. Donc, c'est super ce que tu dis. Et puis, si on regarde plus loin est-ce que tu vois des gens aussi qui se plaignent de ne pas maigrir alors qu'ils font beaucoup de sport, par exemple? Oui, ça c'est très fréquent. C'est très fréquent. Et c'est pour ça, moi, ce que je fais tout d'abord, à mon niveau en tant que coach et préparateur physique, je prends les mensurations, je prends toutes les mentions de chaque segment et je prends aussi des photos. Parce que parfois, tu sais, la photo, elle va peut-être plus parler et parfois, ce sont les mensurations. Et évidemment, on prend le poids. Mais le poids, pour moi, ce n'est pas forcément le critère numéro 1. Parce que comme je disais tout à l'heure, tu as des gens, ils vont préserver leur poids. Et par exemple, ils font 60, ils font toujours 60 au bout de 2 mois.
Par contre, quand tu reprends les mensurations et que tu prends les photos, bah, tu vois que le corps a évolué. C'est pour ça que le poids, c'est pas forcément, OK, je veux maigrir, je veux descendre à 55 parce que je fais 60. Mais parfois, en fait, peut-être que 60, tu peux retrouver, tu restes un poids qui était à celui qui était au départ, mais finalement, tu en as affiné ta silhouette et tu en deviens plus fonctionnel, en meilleure santé, moins de douleurs articulaires. Donc, toi, voilà. Donc, effectivement, très souvent sur le terrain, je vois des gens qui ne perdent pas de poids, mais qui vont s'affiner, qui vont prendre la masse musculaire, qui vont être plus fonctionnels, qui vont avoir moins de douleurs au dos, qui vont avoir plus de cardio. Donc en fait, ça aussi, c'est important. Et c'est ce que j'essaie de leur faire comprendre, en tout cas à mon niveau, encore une fois, que finalement, le poids ne peut ne pas descendre, mais qu'il y ait des évolutions dans tout ce que je viens de mettre en avant. Oui, parlons donc de ce mécanisme en fait de perte de poids. Parce que pour perdre du poids, il faut il faut créer un déficit énergétique. Il faut dépenser plus et consommer moins. Mais c'est pas juste simplement de bouger plus et manger moins, parce que notre corps, il est intelligent. Il va s'adapter, il va ralentir son métabolisme. Il peut aussi résister à la perte de poids si c'est mal fait. Donc, ce qui passe, c'est que si on a trop peu de calories, on peut ralentir son métabolisme. Il y a un ralentissement métabolique. Si on fait trop de sport, il y a ce stress aussi sur le corps, un stress physiologique avec trop de cortisol, trop d'inflammation qui fait que le corps, il se sent en danger, donc il va se protéger. C'est un mécanisme de protection, donc il va moins brûler par cette protection. C'est le fameux je mange rien, mais je grossis. Oui, exactement. Ça, effectivement, ça, c'est quelque chose que je vois sur le terrain. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est la dimension mentale. Il y a des gens, on sent que de changer un petit peu leurs habitudes, ça peut être très compliqué et ça peut être aussi une conscience sur le temps. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont peut-être mettre plusieurs mois ou voire peut-être plusieurs années avant de réussir à faire les choses à 100%. Donc, c'est pas si simple que ça. Et ensuite, quand tu parlais c'est de trop de sport, ça, c'est du vécu aussi, où en fait, quand il y a des gens qui sont dans l'excès de sport, ce qui peut se passer, c'est un état de fatigue très avancé. Oui. Parce qu'ils vont perdre énormément de minéraux, par exemple, et ça peut mener à la blessure, puis ça peut mener à d'autres conséquences. Donc finalement, c'est tout un équilibre à avoir, et c'est pour ça que je pense que quand une personne elle rentre dans cette phase de vouloir perdre du poids, de manière générale, c'est quand même important d'être bien encadré. Oui. Parce qu'il y a Effectivement, il y a une fatigue qui s'installe. Si on fait trop de sport et l'alimentation ne suit pas, et la récupération, attention, parce que la récupération est aussi importante que les séances sportives, parce que le sport est un stress positif, mais seulement si on a une récupération qui suit. Et ce qui se passe si on fait trop de sport sans accompagnement alimentaire et récupération, on peut avoir cette perte de muscles qui nous affaiblit, ou on peut avoir aussi un blocage de perte de graisse. Troubles hormonaux aussi pour les femmes, fatigue chronique comme tu disais, et stress, sommeil perturbé, etc. Oui, complètement. Et tout ça, c'est parce que le corps, il se sent en danger, en fait. Oui. Donc, il se met en mode survie. Et il stocke et il se protège. Et ça, c'est totalement, et ça, je le vois sur le terrain. Il y a aussi un autre critère que j'ai déjà constaté, c'est l'horaire des entraînements. C'est-à-dire que si tu t'entraînes, imaginons, enfin en tout cas, c'est ce que j'ai observé, il n'y a rien de scientifique, mais après 19 heures, je suis pas sûr que ça soit idéal pour perdre du poids en quelque sorte. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a des horaires. Après, évidemment, c'est pas toujours évident pour les gens de faire les choses à un moment bien spécifique, mais c'est sûr que dépasser 19 heures, ça engendre de la prise de poids, de ce que j'ai pu voir. Ça impacte aussi le sommeil, parce que ça crée une excitation due à la physiologie qui est modifiée. Donc, c'est pour ça que quand on veut mettre les feux au vert, c'est hyper important de faire attention à ça, à quand je vais m'entraîner dans la journée.
Ouais, donc idéalement, pour toi, ce sera à quelle heure? Bah, pour moi, j'ai envie de te dire d'expérience le matin. Je Oui, pense que peut-être que toi, tu es en accord avec ça. Après, je dirais, enfin, avant 19h. Voilà. S'ils n'ont pas le choix, avant 19h, on va dire la dernière séance possible à 18h, 18-19, et après, c'est terminé, on ne fait plus. Parce que d'expérience, encore une fois, je l'ai constaté plein de fois, notamment avec des sportifs de haut niveau. Après 19h, hop, bah forcément, on a faim. Donc, et les gens, ils arrivent à 22-23h, ils se remettent à manger. Et en fait, du jour au lendemain, en une journée, hein, c'est simple, on peut prendre 1 kilo. C'est impressionnant. ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que le corps, il se prépare pour le sommeil, donc régénération, détoxification, récupération pendant la nuit. Et quand on met quand on stimule le corps par un stress et la sécrétion de cortisol, adrénaline à ce moment-là, où ça devrait être effectivement le matin, et qu'on mange alors qu'on est dans un état digestif lors de la nuit, oui, on peut avoir des effets Oui. contraires de ce que l'on recherche. Mm. Donc, on pense bien faire, de faire du sport, alors que métaboliquement, c'est pas l'idéal. Que ça soit une fois de temps en temps, je pense que c'est pas un problème. Mais si c'est chaque semaine pareil, euh, et qu'on ne retrouve pas les objectifs qu'on recherche, là, il faut revoir un petit peu son planning sportif. Euh, et puis, je pense que ça peut aussi changer par rapport au type d'entraînement, la longueur Oui, aussi, si c'est des longs exactement. entraînements, si c'est plutôt Oui. euh, Du travail gym intermittent, boost, du travail voilà. d'endurance, des choses comme ça. Oui, Bah, tu vois, pour rebondir sur ce que tu dis, de mon expérience, je pense qu'il y a déjà un critère hyper important, c'est de varier. C'est-à-dire que quand on varie, le corps est toujours dans la surprise et ça lui permet d'évoluer. Si c'est dans quelque chose de routinier, oui. finalement, ça, c'est pas aussi positif. Après, il y a plein de méthodes de travail qu'on peut mettre en place dans la partie physique avec le travail intermittent, par exemple du 30-30, 30 secondes de rythme, 30 secondes de récupération. Après, ça peut être Mm. la combinaison de rythme, donc par exemple de faire 30 secondes de course sur un tapis de course et après combiner ça avec de la musculation. Et l'alternance des deux, rythme et musculation, ça fonctionne plutôt pas mal. Après, ça peut être par exemple, je fais 30 minutes de cardio, par exemple, j'étais faire un footing dehors pendant une demi-heure et après, je finis par de la musculation. Donc, en fait, la musculation, le travail cardio, on va dire rythmique, ou la combinaison de tout ça, eh ben, ça fonctionne plutôt pas mal. Ça fonctionne plutôt pas Donc, c'est mal. un entraînement qui est plutôt intelligent et Oui, c'est fonctionnel. ça, c'est autrement intelligent. Et après, même, j'ai envie de te dire qu'on pourrait faire que de la musculation et aussi s'affiner. Après, évidemment, si tu cherches à faire de l'hypertrophie comme culturiste, bah là, on n'est pas du tout même, dans la même optique parce que c'est encore d'autres méthodes de travail. Mais pour quelqu'un qui veut retrouver une jolie silhouette, s'affiner, etc., soulever de la charge, ça permet aussi de s'affiner. Ça va, par exemple, si on a pris un petit peu de ventre, ça va travailler les muscles abdominaux, notamment transverses, et ça va permettre de perdre plusieurs tours de taille parce que on a une utilisation des abdominaux par un travail de musculation, par un travail de gainage. Et ça permet en quelque sorte de redonner une tonicité des tissus. Et cette tonicité, même sans perte de poids, on va déjà s'affiner rien en faisant ça. Mm. L'importance de musculation aussi pour les femmes. Ah oui, ça, c'est pour les femmes, c'est très important. Et j'aimerais te le dire, de ce que je vois par expérience, les femmes qui sont ménopausées. Oui. Elles ont tout intérêt à mes yeux et à soulever de la charge. Toi, ça veut dire que si elles font un travail de gymnastique, on va dire classique, comme on dit en France, en faisant juste des mouvements avec les bras, pour moi, ce n'est pas suffisant. Je pense qu'il faut vraiment, à un moment donné, qu'elles prennent des haltères ou des élastiques Non. ou de la charge. Il faut qu'il y ait de la contrainte. Et là, la contrainte, elle permet vraiment à une femme qui arrive à la période ménopausée d'avoir des résultats qui sont très intéressants et en quelque sorte de rester jeune très longtemps et en bonne santé. Oui.
Parce que c'est cette masse musculaire qui est un facteur de protection, non seulement pour le contenu minéral osseux, donc pour protéger contre l'ostéoporose, mais aussi bon, des blessures, augmenter aussi sa sensibilité à l'insuline. C'est toute une protection hormonale aussi. Donc, c'est très important pour les femmes de faire de la musculation Ouais. pré- et post-ménopause d'ailleurs. Euh, c'est ce qu'on voit en tout cas. Donc des entraînements plutôt courts et efficaces, combiner musculation avec, donc cardio. Oui, moi je suis comment dire, on peut faire du travail sur de la durée, mais déjà il faut en avoir le temps. Et stratégiquement, je pense que le plus intéressant, c'est de faire comment dire, tout ce qui est intermittent, c'est-à-dire, comme je disais, Oui. un 30-30, 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération, ou alors c'est un intermittent, tu peux combiner avec quelque chose de rythmique, avec de la musculation, enfin suivi par de la musculation. Donc oui, c'est pas parce que en fait, j'ai déjà mesuré avec des appareils, si tu fais une demi-heure intense, donc avec un travail intermittent, tes résultats sont plus intéressants que si tu cours une heure. Donc en Ouais. fait, Ouais. c'est pas qu'une question. Si tu as un rythme plutôt linéaire, tes résultats seront moins intéressants que si tu as un travail avec de l'intensité en termes de brûlage de calories. Et ça va du Je double, suis d'accord. facile. Mm. Mm. Et puis je le vois sur le terrain, juste par le visuel. On voit bien que un travail court, intermittent, eh ben, les résultats sont intéressants. Alors après, il y a la fréquence qui est intéressante. Parce que si tu fais ça qu'une fois par semaine, alors, tu progresseras physiquement, etc., mais tu n'auras pas les résultats en termes de perte de poids, ça c'est sûr. Et je pense qu'en termes de quantification, par rapport à ces possibilités, c'est de faire 2, minimum 3, 4 entraînements par semaine. Ouais. Déjà, si on arrive à 2, 3, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Mm. Après, si on en fait 4 et qu'on a le temps, qu'on a la possibilité de bien récupérer, etc., alors on en fait 4. Mais après, les gens, c'est vrai qu'ils ont un mode de vie qui est assez énergétique. Donc, si on fait beaucoup d'activités physiques, ça peut être compliqué. Donc déjà, 2, 3, je pense que c'est une bonne base. Oui, mais je pense que c'est d'optimiser son temps aujourd'hui. Je pense que si on a le temps de scroller sur son téléphone ou de regarder C'est clair. une série Netflix, Je suis d'accord on avec ça. peut bien aussi trouver une demi-heure parce qu'on parle justement des entraînements intelligents, courts et efficaces. Donc, mais après, justement, c'est de pas faire. C'est pas une question de faire plus de sport. Et il ne suffit pas non plus de faire Exactement. plus de sport si l'alimentation et le mode de vie Oui. suit pas non plus. Donc, c'est aussi de manger intelligemment, d'avoir assez de protéines biodisponibles, une alimentation qui soit colorée, plein de végétaux, fruits, légumes et des féculents whole foods, j'allais dire en anglais, mais euh, des hydrates de carbone qui ne soient pas raffinés, quoi. Moi, Et surtout l'hydratation, quand on commence à faire du sport, c'est bien s'hydrater ouais. aussi. Il ne faut pas oublier. Et parfois, il faut même équilibrer avec des électrolytes, donc sodium, potassium, magnésium, pour éviter ces crampes, rétention d'eau, la fatigue, etc. Donc ça, c'est le premier signe de fatigue, c'est vraiment déshydratation. Donc super important. Je te rejoins complètement sur ça, c'est de rendre les choses intelligentes, que ce soit alimentaire, sportive, récupération. Voilà, il faut que ça soit fait de manière lucide, intelligente, parce que sinon, le problème, c'est que si on ne fait pas attention à tout ça, ça durera un temps et puis les gens retomberont sur leur travers. Donc, c'est important de bien saisir les outils. Voilà. Et oui, donc pour conclure tout ça, c'est pas ce qu'il faut faire plus, mais faire mieux, plus intelligemment pour perdre de la masse grasse durablement. Hein. On est encore bouger intelligemment, d'être bien suivi par un coach, c'est aussi important, je trouve. Ça change tout pour éviter aussi les blessures, pour de la reconnaissance aussi qu'on donne, le temps qu'on se donne à soi aussi. Manger pour nourrir son corps, hein.
et pas pour le punir, et respecter aussi un rythme circadien, changer sa perception face au stress aussi, et veiller à son sommeil. Et Eh puis, ben, c'est tout le chemin aussi, hein. C'est oui, sur cette transformation qui est important. oui, complètement d'accord avec toi. C'est un chemin et c'est de rendre les choses intelligentes, je me répète, et pour que tout ça soit durable. Voilà, pour que tout ça soit durable. Et aussi manger, c'est pas simplement manger pour manger, mais c'est donner du sens au fait de manger. C'est-à-dire que quand on mange, c'est pour, comme tu as dit, c'est pour nourrir son corps, c'est-à-dire lui apporter les oligo-éléments, les minéraux, les protéines. Et malheureusement, on s'aperçoit que les gens, parfois, ils mangent pour manger, alors que la nourriture est de mauvaise qualité et que ça impacte leur santé globale. Absolument. Est-ce que je peux dire à mon niveau en tant que coach sportif préparateur physique? Merci, Et, Jérôme. et je rajouterais juste aussi une chose que Ouais, tu as dit tout à l'heure. Toi, tu disais que en tant que spécialiste de la nutrition, que c'est important qu'il y ait un coach autour de toi. Bah, moi, c'est pareil, en tant que coach, c'est important d'avoir quelqu'un de ton niveau pour rendre mon travail encore plus sérieux et plus professionnel et donc plus performant avec mes élèves, clairement. bah, Voilà. on a plutôt des bons résultats, hein, Bah, autour de oui, nous, hein. exactement. Exactement. Ceux qui s'appliquent, qui sont les résultats, Exactement. hein. Bon, je te souhaite une bonne journée et on se retrouve vite pour d'autres sujets passionnants autour de la nutrition et le sport. Avec plaisir, Lisette. Merci beaucoup. Ciao.